Dans la protection statutaire contre la souffrance au travail, les agents publics peuvent compter sur un certain nombre d'outils et en premier lieu, le droit de signaler les faits délictueux qui sont constatés dans l'exercice des fonctions. Ce droit, qui est institué par l'article 40 du Code de procédure pénale, permet à tout fonctionnaire de saisir le parquet quand il a connaissance d'une infraction pénale dans l'exercice de ses fonctions. Cette connaissance, c'est l'observation qu'il fait en service ou à l'extérieur du service vis-à-vis des usagers. Et ce signalement, c'est un signalement direct au parquet qui ne passe pas par la hiérarchie. Dans les situations de souffrance et travail, un certain nombre d'infractions sont commises. Le harcèlement moral est une infraction. Le harcèlement sexuel est une infraction. Les violences psychiques ou physiques sont des infractions pénales. La violation de l'obligation de sécurité est aussi, dans certaines situations, une infraction. Et toutes ces infractions peuvent faire l'objet d'un signalement de l'agent au procureur de la République. Un autre outil fondamental est celui de l'alerte sur la dégradation des conditions de travail. Dans le régime de l'obligation de sécurité, la communication est aussi bien ascendante que descendante entre l'employeur et ses agents. Les situations dangereuses ne peuvent pas toutes spontanément être identifiées par l'employeur lui-même. Il faut, en tant qu'agent, porter à la connaissance de son employeur les situations dangereuses pour deux raisons. La première, c'est que l'employeur n'est pas omniscient. Il ne peut pas tout savoir d'une souffrance au travail qui naît dans un service en particulier, d'agissements harcelants, parfois dissimulés, parfois ambigus, ne laissant pas de traces qui peuvent apparaître dans un service. La deuxième, et elle est tout à fait fondamentale, c'est qu'à partir du moment où l'employeur est alerté, c'est à ce stade-là exactement, que se déclenche son obligation de rétablir une situation professionnelle normale. On ne peut pas dire qu'on ne pouvait pas agir sur une situation qu'on connaissait. Tel est le principe fondamental de l'intérêt du devoir d'alerte. Quand on est harcelé, et plus généralement quand on souffre d'une situation de violence au travail, quand on est confronté à un risque psychosocial sur le lieu de travail, vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des collègues, des supérieurs hiérarchiques ou des subordonnés. Le premier réflexe, c'est de porter cette situation à la connaissance de l'employeur. Parce que l'employeur est responsable des agissements de l'ensemble de ses employés, et qu'il est aussi responsable de l'organisation du service dans ses relations avec les usagers extérieurs. Et que c'est l'employeur qui devra prendre les mesures de réorganisation, de modification des relations de travail, parfois de protection et aussi de sanction des fautifs, et en particulier des agents qui commettent un harcèlement. Et que dans cette logique qui est la responsabilité de l'employeur, il faut porter à sa connaissance les faits problématiques. Parce que c'est se porter à connaissance, c'est cette alerte qui va déclencher son obligation de réaction. L'employeur peut toujours, sinon, prétendre qu'il n'avait pas connaissance d'une situation de souffrance au travail. Et que comme il n'en avait pas connaissance, parce qu'on ne l'en a pas informé, il n'a pas pu agir. Bien sûr, il faut pouvoir accommoder ce cadre juridique avec les spécificités du secteur public, et en particulier avec le devoir de réserve, qui impose de conserver une mesure et un respect pour l'administration, et avec l'obligation de respecter la voie hiérarchique aussi, qui est une obligation très spécifique du secteur public, qui oblige l'agent qui communique avec son administration à saisir son supérieur hiérarchique direct. Et parfois, le supérieur hiérarchique direct est impliqué dans les agissements harcelants, et il est impliqué plus généralement dans la situation de souffrance au travail dont il a connaissance et face à laquelle il n'a pas nécessairement pris les mesures pour qu'il y soit mis un terme.
face à cette situation qui, il faut bien le dire, est assez complexe pour les agents publics, il y a des issues. D'abord, il y a le recours aux médecins de prévention ou aux médecins du travail. On l'appelle médecin de prévention dans la fonction publique d'État ou territoriale et on l'appelle médecin du travail dans la fonction publique hospitalière. Mais son rôle en réalité est exactement le même. C'est le médecin qui sera chargé du suivi médical, de l'adaptation de l'agent à son poste de travail et à son environnement de travail. Ce rôle très spécifique du médecin de prévention ou du médecin du travail en fait un interlocuteur de premier plan, nécessairement privilégié dans les situations de souffrance au travail. Parce que précisément, ce sont les difficultés professionnelles qui entraînent des difficultés de santé. Et l'appréciation de ce lien de causalité entre les difficultés professionnelles et la dégradation concomitante de l'état de santé, c'est justement le rôle du médecin du travail. On peut d'ailleurs rappeler que le médecin de prévention ou médecin du travail est un médecin à part entière. Quand il reçoit l'agent, il le reçoit dans un cadre médecin-patient qui est entièrement soumis aux règles déontologiques de la profession à laquelle il appartient. C'est un examen médical et c'est une relation couverte par le secret professionnel. Et d'ailleurs, la loi statutaire prévoit expressément que le dossier de médecine du travail est géré exactement comme un dossier médical, en conformité avec les principes fondamentaux qui sont posés dans le Code de la santé publique. Dans le secteur public, il y a un rôle spécifique qui est donné aux référents déontologues. Depuis 2017, un décret adopté en 2017 a institué l'obligation dans toutes les administrations de mettre en place un interlocuteur spécifique pour les questions déontologiques. Quand un agent se trouve confronté à une situation qui soit est susceptible de l'amener à méconnaître ses obligations déontologiques, soit lui paraît constituer une infraction déontologique d'un collègue, d'un subordonné ou d'un supérieur hiérarchique. Cet agent a alors la possibilité d'interroger par écrit le référent déontologue de son administration d'emploi. Ce référent déontologue est un fonctionnaire qui est choisi au sein de l'administration et qui va recevoir les saisines des agents du service, qui va éventuellement recevoir les agents pour en discuter avec eux, et qui va rendre un avis sur la situation qui lui est soumise. Ce nouvel outil juridique est évidemment très important dans une démarche en amont du conflit. Il doit être utilisé dans les situations dans lesquelles les fonctionnaires se trouvent confrontés à un doute ou une interrogation. Et il permet de préparer à l'avance une situation sécurisée. Parce que le fonctionnaire qui saisit le référent déontologue va pouvoir en même temps recevoir un avis motivé sur la situation qui lui est soumise, et en même temps va pouvoir se constituer la preuve qu'il a réagi en temps utile et en amont face à la situation problématique qu'il avait observée. Si jamais, ultérieurement, la situation lui est reprochée, son comportement lui est reproché, il bénéficiera par cet avis du référent déontologue d'une protection face à son administration si elle était tentée de le sanctionner. L'imputabilité au service des congés maladie du fonctionnaire, c'est la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ou d'un trouble pathologique contracté dans l'exercice des fonctions. Le système juridique originel des statuts de 1983 et de 1984 prévoyait que chacun des congés maladie prévus par le statut, il y en a 3 sortes, congés maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée, pouvait être requalifié en congé imputable au service s'il était fait la preuve qu'il avait été pris en raison
d'un accident de service ou d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions. Ce système a vécu jusqu'à une ordonnance du 19 janvier 2017 qui a promu en droit français le congé pour invalidité temporaire imputable au service, que l'on appelle aussi par son acronyme le CITIS. Alors le congé pour invalidité temporaire imputable au service, c'est la fin du régime d'imputabilité du congé ordinaire longue maladie ou longue durée. C'est un quatrième congé qui a été créé en parallèle donc du CMO, du CLM ou du CLD, qui continue évidemment à rester applicable dans toutes les fonctions publiques. Le congé pour invalidité temporaire imputable au service est un congé propre à l'accident de service, à l'accident de trajet ou à la maladie professionnelle. Il a d'ailleurs en réalité 4 cas d'ouverture, soit un accident de service, c'est-à-dire un accident subi en service, ou indétachable de l'exercice des fonctions, un accident de trajet entre le domicile et le travail, une maladie inscrite sur les tableaux des maladies professionnelles, ou une maladie hors tableau, c'est-à-dire contractée dans l'exercice des fonctions, lorsqu'il peut être démontré que sa cause directe et déterminante est constituée par la dégradation des conditions d'activité du fonctionnaire. Ce congé pour invalidité temporaire imputable au service est un congé qui peut être attribué aussi longtemps que le fonctionnaire a besoin d'un arrêt de travail. Il n'a pas de limite de durée. La seule limite en réalité, c'est l'invalidité, quand le fonctionnaire doit être placé en retraite pour une inaptitude définitive et absolue à toute fonction. Hormis ce cas de figure, le CITIS s'est accordé le temps nécessaire à l'arrêt de travail, c'est-à-dire jusqu'à la reprise d'activité du fonctionnaire. Concrètement, le congé pour invalidité temporaire imputable au service est un congé qui couvre tous les cas de figure d'arrêt médical de travail. Un accident de service, c'est aussi bien une agression par un usager, par exemple une employée d'un bureau de poste qui ferait l'objet d'un braquage, que tous les cas de figure de souffrance au travail liés à des conflits entre collègues. Par exemple, un entretien d'évaluation au cours duquel l'agent va faire l'objet de critiques extrêmement dures sur sa manière de servir, ou de menaces à peine voilées, de sanctions, de dégradation de ses conditions de travail. La maladie qui ouvre le droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service, c'est soit la maladie qui est définie par les tableaux de maladies professionnelles, et il y en a un certain nombre qui sont directement en relation avec l'exercice professionnel des fonctionnaires, par exemple les syndromes rhumatologiques. On parle des tableaux numéro 57, ou encore les tendinites, tableau 98-99, concerne beaucoup notamment les fonctionnaires hospitaliers, les aides-soignantes, les infirmières qui portent des charges lourdes dans l'exercice de leurs fonctions. Soit, second cas de figure, une maladie qui certes n'est pas dans les tableaux, mais qui va être quand même contractée dans l'exercice des fonctions, exactement comme le dispositif prévu par le Code de la Sécurité sociale pour les salariés privés. Par exemple, une situation de souffrance psychologique, un harcèlement moral, des tensions très importantes ou un conflit au sein du service, qui vont entraîner l'apparition d'un trouble anxio-dépressif chez quelqu'un. Eh bien, ce trouble anxio-dépressif peut se voir reconnaître une origine professionnelle. Un autre exemple très fréquent, qui est celui d'une surcharge de travail, ou au contraire d'une privation de fonction, qui va entraîner un burn-out ou un bore-out, c'est-à-dire ces troubles dépressifs spécifiquement liés à une variation anormale de la charge de travail. Eh bien, il peut se voir reconnaître la caractéristique d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, quand bien même il n'est pas inscrit sur le tableau des maladies professionnelles, à partir du moment où il peut être démontré que l'apparition de ce syndrome de souffrance et de détresse psychologique est concomitant à la dégradation des conditions de travail, d'une part, et qu'il trouve sa cause directe et déterminante
dans cette dégradation des conditions de travail. Et directe et déterminante, ça ne veut pas dire exclusive. On peut très bien avoir un état de santé psychologique sensible, voire parfois fragile. On peut très bien avoir eu des souffrances psychologiques avant ou en parallèle de la souffrance liée au travail. Mais à partir du moment où cette souffrance liée au travail a substantiellement aggravé la détresse psychologique, eh bien elle est en elle-même une maladie professionnelle. Alors comment déclarer et enclencher une procédure de reconnaissance d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service? D'abord, si on a besoin d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, c'est qu'on est dans une situation qui nécessite un avis d'arrêt de travail. Donc la première chose à faire est évidemment de faire établir un avis d'arrêt de travail par son médecin traitant. Il n'est pas obligatoire de le faire établir sur le formulaire CERFA spécifique accident de travail, maladie professionnelle. Parce que dans la procédure administrative, il y a des formulaires spécifiques. Sur les sites internet de l'administration, le fonctionnaire peut trouver deux types de formulaires. Un formulaire accident de service et un formulaire maladie professionnelle. Il faut les télécharger et les remplir. On en remplit soit un, soit deux, parce que on fait soit l'objet d'un accident de service, soit l'objet d'une maladie, soit l'objet d'un accident et d'une maladie. Par exemple, un accident qui décompenserait un trouble anxio-dépressif. C'est une situation dans laquelle le CITI s'est ouvert pour un accident et une maladie, et le fonctionnaire n'a pas à choisir. Ce formulaire d'accident ou de maladie, il faut le remplir et l'adresser à l'administration. Elle doit l'instruire et elle se trouve dans ces situations-là confrontée à des cas de figure très différents selon que l'on parle d'un accident, d'une maladie ou d'une maladie hors tableau. Pour un accident de service, l'administration, lorsqu'elle constate que l'accident s'est produit en service, dans l'exercice des fonctions et sur le lieu de travail, elle doit reconnaître cet accident de service, sauf si elle est en mesure d'apporter la preuve d'un fait qui permet de considérer que cet accident est détachable du service. On dit dans cette situation que l'accident qui s'est produit en service est présumé constituer un accident de service. Il y a un deuxième cas de figure, qui est celui de l'accident qui s'est produit hors du service, hors du temps ou du lieu du service, mais qui est quand même rattachable à l'exercice des fonctions. Si vous prenez le cas de figure, par exemple, d'un fonctionnaire qui rentre chez lui, et qui, une fois à son domicile, sur son temps de repos, reçoit un coup de téléphone de son administration, et au cours de la conversation téléphonique, par exemple avec son supérieur hiérarchique, conçoit un choc psychologique parce qu'on lui fait des reproches très vifs, parce qu'on lui annonce une très mauvaise nouvelle, ou parce que, d'une manière générale, on l'a, sur son temps de repos, sollicité dans des conditions conflictuelles excessives. Eh bien, si cette conversation téléphonique, qui s'est tenue en dehors du temps et du lieu de service, a provoqué l'apparition d'un trouble médical, elle peut se voir reconnaître la caractéristique d'un accident de service. Mais dans ce cas de figure, comme cet accident s'est produit en dehors du temps et du lieu du service, il n'est pas présumé imputable au service. S'agissant ensuite des maladies professionnelles, elles sont de deux types. Soit il s'agit d'une maladie qui fait partie des tableaux des maladies professionnelles, soit il s'agit d'une maladie hors tableau. Dans le premier cas de figure, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle au tableau des maladies professionnelles obéit tout simplement à la procédure fixée dans le tableau. Il faut que médicalement soit démontrée la maladie selon la définition médicale du tableau et que soit précisé ce qui dans l'activité du fonctionnaire a constitué l'exposition aux gestes, aux pratiques et aux situations qui font naître cette maladie, et que soit démontré un temps d'exposition suffisant pour avoir fait apparaître la maladie professionnelle. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, la maladie inscrite au tableau est présumée constituer une maladie professionnelle.
Dans le second cas de figure, quand une maladie ouvre droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, mais qu'elle n'est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles, la démonstration est plus exigeante pour le fonctionnaire, mais elle n'est pas impossible. Il faut démontrer, on l'a dit, que la maladie trouve sa cause directe et déterminante dans l'activité professionnelle de l'agent. Alors, dans ce cas de figure, l'agent doit apporter principalement la preuve de deux faits. D'abord, la preuve d'un fait professionnel. Il doit montrer qu'il a été exposé à des conditions de travail dégradées, des conditions de travail anormales, qui ne se rattachent pas au fonctionnement habituel de son activité. Et deuxième condition, il doit apporter la preuve d'un fait médical, il doit apporter un dossier médical de son médecin traitant, de ses médecins spécialistes, de son psychologue éventuellement. Il doit démontrer que, concomitamment à la dégradation de sa situation professionnelle, son état de santé s'est dégradé dans une relation directe et déterminante avec ses difficultés professionnelles. Dans ce cas de figure, la procédure de l'ordonnance de 2017 prévoit que la commission de réforme est obligatoirement consultée pour apprécier essentiellement deux éléments. Le premier, c'est qu'elle doit évidemment donner son avis sur le lien de causalité entre la dégradation des conditions de travail et la dégradation de l'état de santé. Et puis le deuxième, c'est qu'elle doit donner son avis sur le taux d'incapacité permanente partielle probable résultant de cette maladie. Et dans les décrets relatifs au CITIS, il est inscrit qu'il faut que ce taux soit estimé au moins à 25% pour que la maladie soit reconnue imputable au service. Sur le plan financier, l'intérêt du congé pour invalidité temporaire imputable au service est évidemment essentiel pour le fonctionnaire parce que par l'intermédiaire de ce congé, il va obtenir la garantie que son plein traitement lui sera maintenu jusqu'à la reprise d'activité ou jusqu'à la mise en retraite. Par ailleurs, il a le droit à l'intégralité du remboursement des frais de soins qui sont occasionnés par le congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ces frais de soins ne sont pas seulement des frais médicaux. Il peut s'agir de frais extramédicaux s'il est démontré qu'ils ont une importance essentielle dans sa prise en charge thérapeutique. Et le Conseil d'État a reconnu à cet égard, dans un arrêt de principe, que les frais de psychothérapie, par exemple, peuvent être intégralement exigibles auprès de l'administration quand ils sont causés par la maladie professionnelle ou par l'accident de service. Par ailleurs, sur le plan financier, il est très important de rappeler que si l'agent ne peut pas reprendre son activité professionnelle et s'il doit être mis en retraite, les conditions d'une mise en retraite résultant d'une invalidité imputable au service sont beaucoup plus avantageuses pour l'agent que les conditions d'une mise en retraite pour une invalidité qui ne résulte pas de l'exercice des fonctions. En particulier, lorsque l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions, l'agent a le droit à un accessoire de pension qu'on appelle la rente viagère d'invalidité et qui augmente le montant de sa retraite d'une somme d'argent supplémentaire qui est considérée comme une indemnisation forfaitaire et légale de sa perte de chance de continuer son activité professionnelle. Enfin et en dernier lieu, en conséquence de la reconnaissance de l'imputabilité, qui est à la base de l'attribution d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire a le droit à l'indemnisation intégrale des préjudices corporels qui ne sont pas réparés par le forfait de pension ou de congé. Dans ces préjudices corporels, on compte en particulier la souffrance physique ou morale, le préjudice esthétique ou d'agrément. Et le Conseil d'État a même précisé, dans un arrêt récent, que parmi les préjudices extra-patrimoniaux qui sont indemnisés dans le cadre de ce recours indemnitaire complémentaire, il acceptait d'indemniser la perte de chance pour l'agent de mener une carrière normale jusqu'à son terme. C'est donc un préjudice financier complémentaire
potentiellement très importants. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que pour demander la protection fonctionnelle, l'agent public doit démontrer avoir fait la preuve de l'un des agissements prévus par ce texte de loi. Ce sont les diffamations, les violences subies dans l'exercice des fonctions, les attaques d'une manière générale, toutes les situations de harcèlement moral ou sexuel. Et toutes ces situations ouvrent droit à un régime dans lequel l'administration doit prendre les mesures préventives et correctives de nature, d'une part, à rétablir le bon fonctionnement du service et donc une relation de travail sécurisée, et d'autre part, à réparer intégralement le préjudice subi par l'agent. Alors concrètement, la protection fonctionnelle est donc très importante dans la lutte contre la souffrance au travail. Pour présenter une demande de protection fonctionnelle, il n'y a pas de procédure spécifique. On doit simplement saisir son administration d'emploi d'une demande écrite, assortie de tous les justificatifs nécessaires. Il faut pouvoir démontrer que l'on a subi l'une des situations constitutives d'un cas d'ouverture prévu à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Une fois qu'on a saisi son administration, celle-ci doit instruire la demande. Elle doit réaliser une enquête administrative. Si elle ne s'estime pas saisie de suffisamment d'éléments, ou que les éléments ne sont pas suffisamment précis, elle doit revenir vers l'agent pour lui demander des justificatifs complémentaires. Dans la situation particulière dans laquelle l'agent se plaint de harcèlement ou de discrimination, il ne faut pas oublier que l'administration doit instruire la demande dans le cadre très particulier de l'aménagement de la charge de la preuve. On rappelle en effet que, selon la loi, et ce principe a été reconnu par une jurisprudence du Conseil d'État, l'agent qui s'estime victime de harcèlement moral n'a pas une preuve de harcèlement à apporter. Il doit simplement apporter des éléments laissant présumer la commission d'un harcèlement ou d'une discrimination. Et face à ces éléments, l'employeur doit réaliser une enquête qui lui permet d'apporter de son côté des éléments qui prouvent que chacun des agissements évoqués est rattachable à des motifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination. Autrement dit, que l'agent a en réalité subi des contraintes inhérentes à l'activité du service. Une fois que cette enquête et cette instruction de la demande de protection fonctionnelle sont réalisées, l'employeur doit statuer. Et là, il faut faire très attention au délai. Parce que l'employeur a deux manières de statuer. Soit, c'est le cas de figure auquel on pense spontanément, il adopte une décision explicite, c'est-à-dire une décision officielle, formelle, fixée par écrit, qu'il notifie à l'agent. C'est une acceptation ou c'est un rejet. Et si c'est un rejet, eh bien, l'agent est informé par écrit des motifs du rejet. Soit, dans le second cas de figure, il adopte ce que l'on appelle une décision implicite de rejet. Cette décision implicite naît du silence que l'employeur garde sur la demande pendant un délai de 2 mois. Et les fonctionnaires doivent être très attentifs au décompte des délais. Parce que, au bout de 2 mois, une fois que cette décision implicite est née, l'administration n'a pas l'obligation d'en informer l'agent. Et à ce moment-là, se déclenche un nouveau délai de 2 mois, dans lequel l'agent a le droit de saisir la justice d'une requête en annulation de cette décision implicite de rejet de protection fonctionnelle. Et attention, parce que si ce deuxième délai de 2 mois est expiré et que l'agent n'a pas agi, il est trop tard, on dit qu'il est forclos. L'intérêt de la protection fonctionnelle, on l'a dit, n'est pas seulement d'obtenir le rétablissement d'une situation professionnelle normale, est également que l'article 11 prévoit expressément que l'agent a le droit à la réparation intégrale de tous les dommages que lui a causé la situation d'attaque, de violence, de harcèlement, de diffamation qu'il a subi dans l'exercice de ses fonctions. Dans la jurisprudence administrative, il a toujours été considéré que c'est sur ce fondement que l'agent a le droit à la prise en charge intégrale de ses frais d'avocat. Tous les frais qu'il a assurés pour sa défense, lorsqu'il a été attaqué, qu'il a fait l'objet d'un procès, qu'il a été, par exemple, l'objet d'une plainte d'un collègue ou d'un usager du service, et que pour l'exercice de ses droits de justiciable, il a dû prendre un avocat pour assurer sa défense devant la juridiction. Mais il a aussi été reconnu expressément par le juge administratif
que ce cas de figure de prise en charge des frais d'avocat joue aussi lorsque c'est l'agent qui agit lui-même, contre par exemple son harceleur, que c'est lui qui porte plainte, ou quand par exemple il agit pour obtenir, devant le tribunal administratif, l'indemnisation des préjudices que lui a causés les agissements dont il a été victime. En demande comme en défense, l'intérêt essentiel de la protection fonctionnelle est alors que c'est l'administration d'emploi qui prend en charge les frais d'avocat de l'agent.